avons donc avec nous ce soir Jean-Marc. Je vais vous lire sa biographie parce qu'en fait, elle est très longue et je voudrais que vous ayez bien conscience de la chance que nous avons ce soir d'accueillir Jean-Marc avec nous. Jean-Marc, il est toxicologiste au CMB, au CBM, je l'ai dans le désordre. C'est le centre de biophysique moléculaire du CNRS à Orléans. Il est spécialiste de l'action des neurotoxiques chez les insectes et plus particulièrement chez les abeilles. Il est membre du comité de l'Union de l'apiculture de l'Europe et de la Méditerranée. Il participe à l'évaluation des risques émergents en tant que membre de comités d'experts nationaux et internationaux. Pour ce qui concerne la partie nationale, au ministère de l'Agriculture, à l'INSAP, Institut de l'abeille, à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et puis internationaux avec l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'IPBES, je ne vais pas vous le dire en anglais, mais en français, c'est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. En gros, c'est le GIEC de la biodiversité. Également à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Il est également vice-président de la TFSP, c'est la Task Force on Systemic Pesticides. Je vous l'ai fait en anglais, mais en gros, c'est la force opérationnelle, voilà, des pesticides systémiques. Un réseau d'une 60aine d'experts indépendants, et bon, en gros 25 pays quand même. Et il est intervenu devant l'Assemblée nationale en 2015 et plus récemment en 2020. Voilà la personne que vous avez en face de vous ce soir et qui nous fait l'honneur de nous apporter sa science. Donc je te remercie Jean-Marc, je te laisse le micro, la parole, et je vais te contempler voilà. Voilà. À plus. Merci Sylvie. Bon, je suis flatté parce que je ne me rappelais plus faire tout ça. En tout cas, je suis super content d'être ici ce soir, bravant les éléments pour vous rejoindre. Et en fait, c'est juste un petit mot sur l'histoire. Hein. Je me promenais sur le marché de Rochefort, le marché place Colbert, et puis il y avait une espèce de forum des associations, c'est ça? Et puis je m'arrête devant le stand qui est le vôtre, donc. Et puis on se met à discuter, et puis voilà. Et 15 jours après, c'est ça? 3 semaines après, hein, je suis là pour vous présenter un certain nombre de choses. Donc j'aime bien les choses qui ne se planifient pas comme ça, et qui partent de la bonne volonté des gens. Alors je remercie les 3 organisations, là. J'ai pas mes lunettes, donc je peux pas lire. Hein. Zero Waste, celui-là j'arrive à le lire parce qu'il est écrit en gros. Et puis ici il y a les coquelicots, et puis c'est Alerte Pays Rochefortais, c'est ça, qui ont participé à l'organisation, la bonne organisation de ceci. Bon, je remercie tous ceux qui sont sur Facebook et qui regardent. Comme ça fera un peu plus. Et puis aujourd'hui, le propos, ça sera de vous parler de pesticides. Alors les pesticides, c'est vaste. Vous savez qu'il y a les herbicides contre les dites mauvaises herbes. Il y a les fongicides contre les micro-champignons, ou plutôt ce qu'on appelle les moisissures. Et puis il y a les insecticides. Les insecticides, comme le dit leur nom, contre les insectes dits ravageurs. Et donc je vais prendre l'exemple des insecticides néonicotinoïdes, parce que d'abord c'est un vrai sujet d'actualité. Et puis c'est un sujet sur lequel je travaille depuis de nombreuses années. Et on a vu petit à petit les choses se passer, et on a fait un certain nombre de découvertes. Et donc, si j'arrive à trouver mon pointeur, voilà. Alors, un néonicotinoïde, c'est un nom barbare. Je pense qu'ils ont fait exprès de choisir ça pour que ce soit difficile à prononcer. Mais vous avez l'archétype des néonicotinoïdes ici, là, l'imidaclopride, c'est écrit en rouge. Et puis, c'est une petite molécule chimique. C'est une petite molécule chimique, mais qui a des effets assez redoutables. Et puis j'ai choisi de vous mettre une abeille parce que toute cette histoire a commencé avec les apiculteurs qui ont lancé l'alerte. On est donc dans les années 1997-1998, après que ces insecticides aient été utilisés sur grande culture, notamment sur tournesol, en Champagne-Berrichonne.
Et ils ont lancé l'alerte parce qu'ils observaient des comportements tout à fait anormaux des butineuses et puis des mortalités de ruches importantes. Donc il faut rendre hommage aux apiculteurs parce qu'ils ont mené d'abord l'information, ensuite ils ont poussé à ce que des investigations soient faites, et y compris des investigations scientifiques. Et donc c'est pour ça que pour leur rendre hommage, j'ai présenté une abeille qui butine ici. Et vous pouvez d'ailleurs voir, pour ceux qui ne connaissent pas le monde de l'abeille, la pelote de pollen qu'elle a accrochée à sa patte et qu'elle ramènera à la ruche. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, c'est très simple. Je m'étais dit que si Sylvie n'arrivait pas à me présenter correctement, je le ferais moi-même. Donc, je vais être succinct. Sur cette image, évidemment, j'avais plus de cheveux et je portais même la moustache. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, je suis chimiste, physicien au départ, et puis je me suis intéressé à la biologie à travers la toxicologie. Et donc, j'interviens dans un certain nombre d'organisations nationales et internationales. Sur la page CNRS, vous trouverez les principales actualités. Donc là, j'ai fait un copier-coller où j'interviens régulièrement sur ces sujets pesticides, biodiversité, environnement et même santé. Et donc, je vais vous raconter un peu cette histoire aujourd'hui. Alors d'abord, je voudrais redéfinir ce que c'est que la biodiversité, parce que la biodiversité, on ne sait pas trop ce que c'est. Et là, je vais vous parler de biodiversité animale. Il y a la faune et la flore. Eh bien, sachez qu'en biodiversité animale, si je regarde le nombre d'espèces qui peuplent la planète, très majoritairement, on trouve des insectes. D'abord et avant tout, des insectes. Là, je suis obligé de sortir mes lunettes parce que je ne me rappelle plus de chiffres. Mais on est à peu près à 2 millions d'espèces d'insectes. Ensuite, on trouve... il y a la biodiversité végétale. Ensuite, on trouve des plantes, mais beaucoup moins. Et dans ces plantes, c'est à peu près 300 000 espèces de plantes. Et puis on trouve des champignons, qu'ils soient micro ou macro champignons, et puis des mollusques, et puis des êtres unicellulaires, et puis des crustacés, alors c'est par ordre décroissant, et puis des vers, et puis des poissons, des oiseaux. Alors là, je vous donne un ordre de grandeur. Les oiseaux, c'est à peu près 9500 espèces par rapport aux 2 millions d'espèces d'insectes. Et puis des reptiles, et puis des amphibiens, et en tout dernier, on trouve les mammifères, à peu près 5500 espèces de mammifères. Donc vous voyez que ce qu'on voit sur la planète, essentiellement des mammifères, c'est les nicotinoïdes. Ils peuvent être utilisés de façon translaminaire, c'est-à-dire c'est les sprays que vous voyez dans les champs, mais comme ils sont extrêmement actifs, ils ont permis une nouvelle technique qu'on appelle le traitement de semences. Alors d'abord, ils sont systémiques parce qu'ils vont pénétrer à l'intérieur de la plante traitée. Donc ils vont être véhiculés par la sève principalement, et ils vont aller, pour les agriculteurs, on va dire protégés, pour les écologistes, on va dire contaminer la plante entière, y compris les parties florales et les fruits. Et ce traitement de semences, il est très simple. Vous avez des semences non traitées en jaune et des semences traitées en rouge parce qu'on y applique un colorant pour pouvoir les différencier. Mais si vous voulez, pour prendre un exemple, tout le monde sait ce que c'est qu'un M&M's, c'est une cacahuète avec du chocolat autour. Là, c'est pareil. La semence, celle qu'on va mettre dans le sol et qui va faire pousser la plante, est enrobée ou pelliculée d'un petit peu d'insecticide. Alors ça, c'est très pratique pour les agriculteurs parce que ça veut dire... au moment du semis, le traitement est fait. Et il est fait pour toute la durée de vie de la plante. Alors pour ça, il faut en mettre très peu. Et l'avantage qu'ont vu les politiques avec cette technique, c'est qu'au lieu d'utiliser à peu près 1 kg par hectare, là, on n'utilise plus que, puisque c'est quand même ciblé sur la semence, on n'utilise plus que 0,2 kg par hectare. Donc on sent bien qu'il y a un facteur 5 en quantité de pesticides. Seulement, on va le voir un peu plus tard, pour pouvoir faire cette technique-là, on a inventé des molécules beaucoup plus toxiques que celles qu'on utilisait avant. Et je vais vous le montrer très vite, elles sont entre 5000 et 8000 fois plus toxiques si je les compare à un grand classique qui était le DDT. Alors j'y viens. Première question, lors de l'homologation de ces néonicotinoïdes, finalement, les compagnies ont présenté des dossiers d'homologation avec un certain nombre de faits dedans, et puis aussi quelques hypothèses. Et les hypothèses qui ont permis l'homologation de ces produits, c'est qu'il n'y avait pas de toxicité contre les insectes utiles, en particulier, soit que cette toxicité soit aiguë tout de suite, ou chronique au cours du temps.
Et puis c'est simplement qu'il n'y avait pas de toxicité parce que les abeilles ne seraient pas exposées. Le principe qui était le leur, c'était de dire, ben, puisqu'on enrobe la semence, que la semence va dans le sol, que les abeilles ne butinent pas le sol, il n'y aura pas de problème. Vous avez compris sur le schéma précédent que le fait qu'il soit systémique et qu'il rentre dans la plante invalidait cette hypothèse dès le départ. Alors, pour vous montrer quand même que c'est des produits qui sont extrêmement toxiques et qu'on a fait de grands progrès, enfin nous, les chimistes, avons fait de grands progrès dans la qualité des pesticides qui sont mis sur le marché, qualité ou toxicité, hein, selon de quel côté on regarde. Alors, c'est un tableau compliqué, hein, mais on va juste regarder une ligne. Hein. En haut, vous avez le DDT. Et puis le DDT, pour tuer la moitié d'une population d'abeilles, exprimé en milliardièmes de grammes par abeille, il en faut 27 000. Voilà. Quelle que soit l'unité, on s'en fiche, on va faire du relatif. Quand il s'agit d'imidacloprid, la dose létale 50%, donc c'est cette... je ne sais pas si on voit mon truc là, mais avec les trucs électroniques, on ne voit plus les pointeurs. Donc la dose où il y a écrit LD50 en nanogrammes par abeille, au lieu de 27 000, il n'en faut plus, quelle que soit l'unité, hein, il n'en faut plus que 3,7. Si vous faites le rapport entre 27 000 et 3,7, vous comprenez tout de suite que l'imidacloprid, donc toujours l'archétype des néonicotinoïdes, est 7297 fois plus toxique que ne l'était le DDT qui a été interdit il y a une trentaine d'années, je pense, un truc comme ça. Donc, 5 fois moins, 7000 fois plus toxique. Je ne suis pas sûr que les abeilles y aient gagné dans cette affaire. Alors, j'ai dit que lors de l'homologation, on regardait la toxicité de ces produits à court terme. Et à court terme, pour une abeille, ça veut dire 1 ou 2 jours. Et vous avez ici, sur ce schéma, une découverte importante quand même. Hein. Vous avez le nombre d'abeilles qui meurent en ordonnée, et en abscisse, vous avez le temps. Et si vous mettez 0,1 nanogramme, oh là là, alors là, attendez, je vais préciser ce que c'est que 0,1 nanogramme. Nano, milliardième, 10-9. Gramme de toxique par rapport à 1 gramme de nourriture. Vous imaginez que l'assiette de l'abeille, c'est 1 gramme, et vous mettez 0,1 milliardième de gramme de toxique. Hein, c'est une quantité relative finalement, c'est pas 1%, c'est pas 1 pour 1000, c'est 1 pour 1 milliard. Et là, vous en mettez 0,1. Eh bien, les 2 premiers jours, il ne se passe rien. Super. Mais par contre, si vous continuez, alors là, vous voyez que la mortalité, elle atteint entre 40 et 50%. Vous tuez la moitié de la population d'une abeille en 8 jours. Et ça, c'est gênant parce que c'est 0,1 nanogramme par gramme, là. Dans la nature, il y a plus ou il y a moins? Eh bien, on va répondre à cette question. Alors, pour savoir s'il y a plus ou s'il y a moins, comme il s'agit de milliardièmes de grammes, il va falloir que les chimistes se mettent au boulot. C'est ce qu'on a fait. Donc, je vous rappelle l'unité, 1 nanogramme de toxique dans 1 gramme de pollen, mais ça pourrait être 1 gramme de miel, ça pourrait être 1 gramme de couscous, si vous voulez. Hein. Bon, les abeilles ne mangent pas le couscous. Voilà ce que ça fait. Donc, c'est 1 milliardième de gramme. Et nous, au CNRS, on est capable, avec certitude, de détecter jusqu'à 0,2 milliardième de gramme dans 1 gramme de pollen. Pour vous donner un ordre de grandeur de ce que ça requiert comme sensibilité, c'est l'équivalent de la détection d'une pièce de 1 centime d'euro sur la masse totale de la tour Eiffel. Donc c'est comme si on pesait la tour Eiffel et qu'on était capable de faire la différence à 1 centime d'euro près, en masse. Eh bien, c'était un sacré défi. Alors vous allez me dire, et beaucoup ont dit, ah, vous cherchez des poils sur les œufs, là, c'est des quantités fifrelinesques. Oui, mais pour une abeille, c'est, que je ne me trompe pas, 2 343 750 molécules d'imidacloprid dans son petit cerveau. Donc autant de neurones qui vont être bloqués. Évidemment, ça va conduire à sa mort, à plus ou moins long terme. Alors, ben justement, dans la nature, qu'est-ce qu'il y a? Parce que je vous donne des résultats quand même. Alors ça, c'est un vieux résultat de 2003. Et vous allez comprendre qu'on connaît le problème depuis très longtemps. Hein. L'exposition que vous avez vue, la toxicité, c'est une manip de 2001. Et là, c'est des analyses de 2003. Rappelez-vous, à 0,1 nanogramme par gramme, je tue la moitié d'une population d'abeilles en 8 jours. Et bien, dans la nature, il n'était pas censé y en avoir dans les fleurs. En moyenne, on trouve, je ne sais plus le chiffre, entre 1 et 10, mais surtout dans les pollens, on en trouve en moyenne 3 nanogrammes par gramme. J'ai oublié d'écrire, donc c'est 7 dans les fleurs et 3 dans les pollens. Et 3, bah c'est plus grand que 0,1.
c'est même 30 fois plus grand. Il ne faut pas s'étonner que dans la nature, les abeilles tombent comme des mouches, si j'ose dire. Alors, souvent on dit oui, mais il y a d'autres causes, les parasites, les machins, les maladies, le réchauffement climatique, blablabla, blablabla. Donc, mes collègues chercheurs ont fait le tour du sujet, et on finit par conclure, et je finirai le propos sur l'abeille, parce que c'était important, c'est l'abeille qui a fait découvrir beaucoup de choses, sur le fait que vous avez des pollinisateurs, donc ici c'est un bourdon pour illustrer, et en fait dans la nature il n'y a pas que des pesticides. Il y a d'abord pour les pollinisateurs le fait que ce soit des grandes monocultures. Si c'est du blé, il n'y a rien à butiner. Mais même si c'est du tournesol ou du colza, c'est toujours le même plat qui leur est servi. Ensuite, il y a le fait qu'il y ait effectivement des parasites et des pathogènes. Alors les parasites, c'est les lacariens, varroa, jacobsoni pour les abeilles. Les pathogènes, ça peut être des virus. Mais que ce soit des parasites ou des pathogènes, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Les abeilles se sont un peu habituées, elles ont développé une immunité, c'est un peu comme les puces sur un chien. Voilà, ça permet de continuer à vivre quand même. Et puis arrivent les autres causes importantes de dépopulation des pollinisateurs. Et vous voyez que les néonicotinoïdes arrivent en premier lieu. Et vous avez aussi d'autres insecticides qui sont les pérétrénoïdes. Ce qui est rigolo, c'est que quand les néonicotinoïdes ont été interdits, ils ont été remplacés soit par un autre néonicotinoïde, soit par des pérétrénoïdes. Pour les abeilles ou pour les pollinisateurs, ça ne changeait pas grand-chose. Et puis vous voyez qu'il y a aussi des fongicides qui augmentent la toxicité des insecticides. Et les insecticides augmentent le côté pathogène, le côté pathogène des virus et des choses comme ça. Augmentent le parasitisme aussi. Alors vous allez dire, ah, tout est en interaction, c'est compliqué, tout ça. Les 4 grandes causes, c'est celles qui sont en rouge. Les autres, elles ne font que ce qu'on appelle des synergies. En fait, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Vous avez quelqu'un qui est mal nourri, qui est malade. Si en plus vous l'empoisonnez, eh ben, il va être encore plus malade. Voilà. Et donc à la fin, eh ben, les abeilles, elles se cassent la figure. Alors, on arrive en 2015, et les conclusions de l'ANSES, je faisais partie de ce groupe d'experts. Alors c'est intéressant parce que l'agence nationale, blablabla, elle a toujours un discours très léché. C'est pas très franc, c'est pas dit franchement comme je vous le dis moi ce soir. Alors donc c'est devant le constat de la multiplicité, de l'ampleur de l'exposition aux substances chimiques, autrement dit les pesticides, utilisés en santé des plantes, en agriculture, la santé des plantes et l'agriculture, il faut le comprendre comme ça, et en animaux d'élevage. Bon, ça, on sait ce que c'est. Il est impératif, ça c'est important, il est impératif, il faut le faire, d'œuvrer de toutes les manières possibles, ah ça c'est intéressant aussi, pour une diminution globale des intrants, autrement dit des pesticides. Et les intrants, ça veut dire aussi les engrais. Bon, super, l'affaire est dite. Alors maintenant, je voudrais faire une petite parenthèse, parce que les détracteurs disent toujours oui, alors 0,1 nanogramme par gramme, c'est rien du tout. Encore une fois, c'est des fifrelins, les poils sur les œufs, etc. Tout ça. Et puis, la première chose que disent les détracteurs, c'est de dire c'est la dose qui fait le poison. On en met si peu que ça ne peut pas avoir d'effet. Alors, sachez bien que cette phrase-là, c'est un Allemand qui a dit ça, c'est Paracels. Et donc, je suis allé rechercher la phrase originale. D'abord, elle ne dit pas c'est la dose qui fait le poison, elle dit tout est poison, rien n'est sans poison, seule la dose fait qu'une chose n'est pas un poison. Voilà ce qu'il a dit. Et donc quand les compagnies phytosanitaires disent c'est la dose qui fait le poison, je leur ressors ça d'abord, on va parler des choses exactes, et puis je leur dis mais votre toxicologie elle s'arrête en 1537. C'est à peu près l'époque où on s'est rendu compte, un peu plus tard, juste un peu plus tard, que la Terre était ronde. Et donc leur toxicologie s'arrête au moment où la Terre était plate. Ben depuis, figurez-vous qu'il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits. Et en matière de pesticides, on se rend compte qu'il y a des familles de pesticides, dont les néonicotinoïdes, les dioxines, les dieldrines, les perturbateurs endocriniens et puis quelques autres, où il n'y a pas de relation de dose à effet. C'est la seule présence de substances qui crée les effets. Et même si vous diminuez les doses, vous pouvez avoir des effets qui augmentent. Ça, c'est intéressant. Et les néonicotinoïdes, c'est exactement ça. Donc, quand au cours du temps, ils disparaissent petit à petit dans les sols, dans les nappes phréatiques ou des trucs comme ça,
Eh bien, figurez-vous que dans certains cas, ils deviennent encore plus toxiques. Donc il y a un article scientifique qui le prouve. Alors nous, notre boulot, ça a été de compiler, de faire des expériences, bien sûr, et de compiler toutes les connaissances possibles à la date de 2014 et puis à la date de 2018-2019 pour essayer de rassembler toutes les pièces du puzzle qui concernent les néonicotinoïdes. Alors toutes les pièces du puzzle, ça veut dire toutes les cultures possibles et imaginables dans tous les pays, sous toutes les latitudes, pour essayer de faire un état des lieux global. Alors il y a plein d'articles scientifiques, ça fait des pages et des pages d'articles scientifiques. Je ne sais pas ce que vous savez ce que c'est qu'un article scientifique, en général ça fait 5 pages. Bon, nous on en a sorti 154 et 107, donc c'est un pavé énorme. Mais ce qu'on voulait, c'était influencer les décisions politiques. Le résumé de tout ça, je ne vais pas vous passer les expériences l'une après l'autre. Le résumé de tout ça a été publié dans Science, et il vous dit ceci. Quand vous utilisez les néonicotinoïdes en traitement de semences, alors je vais quand même traduire, parce que tout le monde, même moi d'ailleurs, l'anglais des fois. Alors, le titre vous dit « Le problème avec les néonicotinoïdes ». Et en sous-titre, il y a écrit « L'exposition chronique de ces insecticides largement utilisés tue les abeilles. N'oubliez pas, les abeilles en anglais, c'est les abeilles, les bourdons, les abeilles sauvages, les abeilles solitaires. Et beaucoup d'autres invertébrés. Voilà, ça c'est un titre, donc ça date de 2014. Et on vous explique le schéma. Comment ça marche? Quand vous faites du traitement de semences, seulement 2 à 20% de l'insecticide rentre dans la plante et contamine ou protège la plante, selon qu'on regarde si c'est bien ou si c'est pas bien, et tout le reste reste dans le sol. Dans le sol, vous avez des invertébrés du sol qui vont être tout aussi sensibles. Donc là, vous êtes en train de tuer la qualité des sols, et la qualité des sols à se ressourcer, hein, la dégradation de tout ce qui pourrit dans le sol, etc. Et en premier lieu, les vers de terre. Alors, je vous raconte l'histoire des vers de terre, quand même, c'est assez... Bon, je prends l'exemple des vers de terre. Alors, le ver de terre, il ne meurt pas tout de suite. Il commence par perdre sa capacité à creuser des tunnels, ça s'appelle comme ça. En science, on a dit, on perd la capacité à creuser des tunnels. Comme un ver de terre, ça ne sert qu'à ça, puisqu'il se nourrit comme ça, ben, au bout de 4 jours, il est mort. Mais il commence à perdre sa capacité. Alors il maigrit, il est tout maigre, et puis il n'arrive plus à creuser. Donc ça finit par tuer les vers de terre. Voilà, c'est un exemple. Vous avez ensuite, dès qu'il pleut, ou simplement parce que les sols sont humides et se déversent dans un ruisseau, vous avez un phénomène de lessivage. Tout ça finit, alors là vous avez une espèce de ruisseau ou un étang, mais tout ça finit dans l'eau du sol. Et oui, ces insecticides sont solubles. Pour être transportés par la sève, forcément ils sont solubles. Donc tout ça finit dans les eaux de surface, et dans les eaux de surface arrivent d'autres invertébrés, qui sont les invertébrés aquatiques. Alors les invertébrés aquatiques, j'insiste un tout petit peu sur cela, parce que c'est la base de la chaîne alimentaire sur la planète. C'est la base de la vie sur la planète. Ça s'appelle par exemple le zooplancton. Voilà, ces micro-crevettes là. Et puis c'est toutes les daphnées, c'est toutes ces bestioles qui vivent dans les eaux de surface. Et puis après, ben, vous avez aussi un phénomène qui est important, c'est que tous ces invertébrés, qu'ils soient du sol ou aquatiques, servent de nourriture dans la pyramide de la biodiversité, servent de nourriture à plein d'autres espèces, et en particulier, je prends l'exemple des oiseaux. Il n'y a pas un oiseau qui n'ait pas besoin d'insectes pour nourrir ses petits. Parce que même s'ils sont granivores plus tard, ces oiseaux, à l'état, juste quand ils viennent d'éclore, les œufs, ils ont besoin que les parents amènent des insectes. Donc pas d'insectes, pas d'oiseaux. Et c'est ce qui se passe. Hein. Et puis les oiseaux peuvent mourir tout simplement en consommant des graines. Vous savez les graines, les semences que je vous ai montrées là. Ben, quand le tracteur avec le semoir pneumatique sème, il y en a un peu partout dans le champ. Hein. Ça reste dans les virages, là, ça fait ploup, 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 ploup. Et une semence, un oiseau mort. C'est tout. Hein. Alors, et puis donc le problème dont je vous ai parlé, c'est-à-dire nectar et pollen contaminés, et ce qui fait que les pollinisateurs sont exposés et ça pose des problèmes. Alors, souvent on me pose la question, donc je réponds voilà, par avance. On me dit oui, mais ces produits, est-ce qu'ils durent longtemps dans le sol? Ben, je vous donne quelques exemples ici. Alors, on va parler d'imidacloprid. Pour que le sol soit propre, retenez, il faut attendre 5 ans. Donc il y a eu un traitement de semences, 5 ans après, le sol est à peu près propre. C'est pour ça qu'en agriculture biologique, on exige 6 ans de non-traitement.
Mais par contre, si vous le faites avec du thiaméthoxam, qui est un autre bien chargé, la néonicotinoïde que les bêtes raviers veulent utiliser, là, il faut attendre 1 an. Ah, super! Il faut attendre moins longtemps. Oui, sauf que le thiaméthoxam, quand il se dégrade dans le sol, devient de la clothianidine qui est commercialisée par une autre boîte. Et là, ça va durer 30 ans. Donc de toute façon, ça fait 1 plus 30. Ça fait 31. Donc c'est pas une bonne affaire. Donc retenez qu'il faut attendre au moins 1 an. Au moins. Et si je fais un traitement tous les ans, ben ça s'accumule. Vous n'avez pas eu le temps de faire disparaître la dose de l'année dernière, que vous en remettez une couche. Donc c'est aussi un des problèmes des néonicotinoïdes. Alors, le résultat de la compilation de toutes les informations, de toutes nos expériences, de tout ce qu'on peut savoir là-dessus. Alors c'est super compliqué à lire ça, mais vous allez voir, on ne va pas tout lire. Les espèces de cercles qui ressemblent à des cibles, c'est par quelle voie ces groupes taxonomiques sont-ils exposés? Alors vous allez tout de suite comprendre, si je prends les invertébrés aquatiques, vous voyez qu'il y a un gros secteur bleu dans la cible, là, en bas à gauche. Ben oui, les invertébrés aquatiques sont exposés par la contamination de l'eau, et très peu par la contamination des sols, c'est le marron, ou des plantes, c'est ce qui est en vert. Par contre, pour nos amis pollinisateurs, on va sous le papillon, là, ben on voit que ce sont les plantes, à travers le pollen et le nectar, qui sont dangereuses pour les pollinisateurs. Et puis aussi, il y a l'air, parce que il y a une pollution générale de l'air avec ces insecticides. Alors, ce qu'on va retenir, donc là, j'ai donné la légende un peu des cibles. Plus c'est bleu, ou plus c'est vert, ou plus c'est gris, plus ça veut dire que le milieu est contaminé. Donc c'est un milieu sol, air, plante ou eau. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est de regarder les petits ronds rouges. Alors, 0 rond rouge, tout va bien. 1 rond rouge, pas terrible. 2 ronds rouges, c'est pas bon. 3 ronds rouges, c'est grave. Et 4 ronds rouges, c'est ce qu'il y a de pire. Et on se rend compte que pour les pollinisateurs, ben c'est très simple, que ce soit au niveau des individus, une abeille, ou d'une population, toutes les abeilles, ou d'une communauté, tous les pollinisateurs, ben la situation ne peut pas être plus grave. Il y en a beaucoup trop dans la nature que ce qu'elles peuvent supporter. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'on a découvert, c'est que pour les invertébrés aquatiques, c'est exactement la même chose. Or ça, personne n'en parle. On devrait parler beaucoup de libellules aussi, elles meurent les libellules. Mais les petits zooplanctons, tout ça, personne n'en parle. Et pourtant, ils sont en train de s'effondrer, parce qu'ils sont dans la même situation que les pollinisateurs. Et quand on faisait invertébrés terrestres, bon là on a mis une fourmi, mais on aurait pu mettre le ver de terre, ben, la situation n'est pas tellement meilleure, parce que c'est exactement la même chose, sauf qu'au niveau des communautés, il n'y a pas d'études scientifiques. Donc on dit certainement que c'est probable, P comme probable, mais on n'en a pas la preuve. Bon, ça y est, on a fait tous les invertébrés. Ben, il y a quand même ensuite les prédateurs de ces invertébrés. Ben, les premiers prédateurs, ce sont les amphibiens, grenouilles, crapauds, salamandres, tout ce que vous voulez. Et puis, il a été démontré que les oiseaux sont fortement impactés. Alors, je ne vous donnerai qu'un chiffre. En Hollande, pays qui va ressembler à la France, on perd en moyenne, tous les ans, 3,5% d'oiseaux communs. Tous les ans. Et c'est des chiffres qui sont très importants à l'échelle d'une communauté d'oiseaux. Donc ce sont les passereaux, les hirondelles, c'est tous les oiseaux communs, les moineaux, et j'en passe parce que je ne suis pas trop ornithologue. Du fait de la pollution dans les milieux aquatiques, en cascade, on a des effets sur les poissons. Alors là, je vais vous raconter une histoire parce que c'est intéressant. C'est la réalité. Au Japon, il y a un bassin versant. Un bassin versant, c'est-à-dire qu'ils utilisent des néonicotinoïdes. Tout ça finit dans le sol. Ruissellement, ça finit dans un lac. Et il y avait un lac qui, traditionnellement, alimentait toute une région en poissons. Ne me demandez pas le nom du poisson, je l'ai oublié. Eh bien, en l'espace de 10 ans de néonicotinoïdes, il n'y a plus de poissons. Cette pêche traditionnelle, qui nourrissait des milliers de personnes, eh bien, elle n'existe plus. Donc, je peux retrouver l'article scientifique. Et donc, là, on a un impact très rapide. Plus d'invertébrés aquatiques, plus de poissons. Restent les mammifères. Alors, les mammifères, il y a des tests sur les souris, sur 3 chimpanzés, 4 chiens, mais il n'y a pas grand-chose, en fait. Dans les dossiers d'homologation, ils sont partis de l'hypothèse que ça tuait les insectes, mais pas les mammifères.
Alors, allez savoir pourquoi, parce qu'il vous explique que le système nerveux central des mammifères ou des vertébrés n'est pas exactement le même. Eh ben, en fait, il n'y a pas tant de différence que ça. Hein. Alors, on y va sur la biodiversité, je vais accélérer un peu. Donc, nos conclusions, hein, vous allez voir, c'est très, très simple. Hein. Les conclusions, c'est impact sur les insectes, impact sur les plantes. Oui, s'il n'y a plus de pollinisateurs, les plantes ne sont pas pollinisées, ne se reproduisent pas, donc impact sur les plantes. Les champignons, on ne sait pas. Les mollusques, on sait. Les unicellulaires, on sait. Les crustacés, faites-moi confiance, on sait. Les vers, on sait. Les poissons, on sait. Les oiseaux, on sait. Les amphibiens, non, c'est les reptiles, on le sait. Les amphibiens, on le sait aussi. Et les mammifères. Ah, je suis allé vite, hein. Alors, les mammifères. Il n'y en a pas beaucoup de mammifères sur la planète. Pourquoi s'y intéresser, franchement? Alors, hypothèse de non-exposition, de non-toxicité pour les mammifères. Bon, ces hypothèses ont-elles été vérifiées? Ah, celui-là, je l'adore. Alors, on nous a souvent dit, oui, mais attendez, sur les petits mammifères, genre petites souris, machin, bon, d'accord, ils tremblent un peu, voilà, ils sont pas bien, ils meurent à la fin. Ouais, mais là c'est une expérience en réel. Ce sont des biches et des daims aux États-Unis qui boivent de l'eau qui circule dans les zones protégées, mais un peu plus loin, il y a des champs d'agriculture. Et boivent de l'eau contaminée par les néonicotinoïdes. Et on voit les populations de biches, de daims, de cerfs s'écrouler aux États-Unis. Ce qui fait que les chasseurs, c'est une chasse assez traditionnelle quand même. Les chasseurs ne sont pas contents, ils ont dit « Waouh, on veut savoir pourquoi ». Donc des scientifiques ont fait l'expérience, ils ont rattrapé des biches et des daims, ils l'ont mis dans un enclos avec de l'eau contaminée telle qu'on le trouve dans la nature, et puis d'autres sans eau contaminée. Et la conclusion est très simple, donc je vous la lis. Hein. Les résultats démontrent, c'est pas une corrélation, vous savez, une corrélation c'est j'ai un phénomène, je vois un autre phénomène à côté, ils croissent ensemble, ils pourraient bien être liés. Non, là c'est une démonstration. Donc démontre que l'imidaclopride, qui est l'archétype des néonicotinoïdes, a des effets directs sur la biche et le daim quand il a été administré à des doses qui ressemblent à celles qu'on trouve dans la nature. Et les effets sont très importants hein, au niveau de la biologie. Et donc ça invalide le fait que sur des animaux de plus grosse taille, ça n'aurait pas d'effet. Alors je ne sais pas si vous avez vu une biche ou un cerf, c'est à peu près, c'est un peu comme nous quoi, hein, finalement. Hein. Donc la taille n'a rien à voir là-dedans. Et il a fallu attendre longtemps hein, pour avoir ça. Alors pour faire le tour des effets, maintenant là je vous ai donné un exemple, pour faire le tour des effets, regardons d'abord si nous sommes exposés. Est-ce que nous, on est exposés à ces molécules? Alors j'aime bien le Mannequin Peace belge, là, parce que c'est une conférence qui était faite pour des Belges, donc j'ai mis un truc pour les Belges. Il vous dit, par exemple, qu'en 2015, 100% des fruits et légumes contiennent au moins un néonicotinoïde dans le marché de Boston, Massachusetts. 100%. Bon, pas difficile. Et puis, il vous dit que cette étude montre que 70% des fruits contiennent 2 néonicotinoïdes et 45% des légumes contiennent 2 néonicotinoïdes aussi. Ça, c'était en 2015. Comme ça n'a cessé de progresser, la situation ne peut être que pire. Alors ça ne suffit pas pour prouver qu'on est exposé. Les autorités nous disent « on en mange, mais êtes-vous sûr qu'on mange tout ?» Alors d'autres, les Japonais, ont dit « on va regarder ce qui sort. Hein, si ça rentre de côté et ça sort de l'autre, c'est que forcément on a été au milieu. Hein. » Donc nos amis japonais, en 2014, s'aperçoivent que 90% des individus sont positifs pour au moins 4 néonicotinoïdes, et dont l'imidaclopride, la clothalidine, que les betteraviers veulent, le dinotylfurane qui n'est pas autorisé, le thiacloprid qui est utilisé en général sur les arbres fruitiers. Bon, ça y est, on sait qu'on est exposé, donc là ça vaut le coup d'aller voir les effets. Si on est à risque, on va voir ce qu'on risque. Alors je vous ai fait un résumé. En 2007, l'agence canadienne reconnaît que ce sont des perturbateurs endocriniens potentiels. Ensuite, on reconnaît qu'ils sont génotoxiques et cytotoxiques. Alors ça, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, ça veut dire cancer. Ensuite, ça arrive derrière. D'ailleurs, l'ANSES, notre agence nationale, dit « Ah oui, ces zut, ils sont cancérigènes ». Surtout, j'insiste sur le fait qu'ils agissent sur le neurodéveloppement du cerveau. Je vais donner un peu plus de détails tout à l'heure. Ils ont des effets sur le foie, hein, les effets hépatiques, des effets sur la thyroïde et les testicules, ça veut dire cancer. Ensuite, des synergies entre les pesticides, c'est-à-dire que si vous êtes exposé à un pesticide, c'est grave, mais si vous êtes exposé à 2 pesticides, c'est plus que le double grave.
Et on trouve qu'il y a encore des effets sublétaux, des empoisonnements, des gens qui finissent à l'hôpital, notamment au Japon, parce qu'ils ont des régulations, ils ont des règles qui se permettent de l'utiliser un peu plus. Et puis on découvre des tas de choses comme ça. Alors je vais vous montrer quand même une revue de la littérature qui date un peu, ça doit être du 2016, qui vous raconte un peu l'histoire. Alors l'histoire, c'est en gros, ce qu'on reconnaît, c'est que ces molécules-là induisent des malformations cardiaques. C'est ce qu'il y a à gauche, vous voyez la cicatrice sur le nouveau-né, là, au milieu du thorax. Ensuite, induisent des maladies dans ce qu'on appelle le grand spectre des maladies autistiques. Ensuite, c'est le neurodéveloppement du cerveau. Alors souvent, c'est une fausse couche, parce que le cerveau ne se développe pas normalement, si la maman est exposée. Des fois, le bébé est viable, mais si vous regardez bien la photo, il n'a pas le crâne qu'il faut, lui. Hein. Alors il s'appelle Jackson, il est mort l'année dernière, à l'âge de 5 ans. Mais il était limite, lui. Il a vécu 5 ans et il est décédé l'année dernière, c'est un petit Américain. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas de cerveau du tout. Donc vous taperez anencéphalie sur Internet, vous regarderez les images, je ne vais pas oser vous les montrer parce que c'est quand même assez choquant. Donc, alors la tétralogie de Fallot, j'en ai parlé, l'anencéphalie, j'en ai parlé, les effets du développement et neurologique. Bon, ah oui, des pertes de mémoire aussi. Alors les pertes de mémoire, c'est pas j'ai oublié mes clés, hein. C'est des pertes de mémoire totales pendant 3 semaines. Et d'ailleurs, à ces gens-là, au Japon, encore une fois, parce que les Japonais sont très en pointe sur ces études-là, les médecins, vous savez ce qu'ils prescrivent, les médecins? Ça, c'est génial. Alors, ils prescrivent pas de thé, pas de fruits, pas de légumes pendant 2 mois. Ben oui, parce qu'en fait, ce sont les fruits et légumes et le thé qui sont le plus contaminés au Japon. Pourquoi? Parce que c'est une île et les Japonais, ils aiment manger leurs produits. Et comme c'est une petite île, il faut faire pousser très intensivement les fruits, les légumes, le thé. Et les compagnies arrivent en disant « Hey, avec mes pesticides, vous allez avoir des rendements du feu de Dieu ». Donc ils en mettent un maximum, et après ils en mangent un maximum, et donc les médecins disent « C'est plus 5 fruits et légumes par jour, c'est 0 ». Alors, justement, tiens, restons chez les enfants. Ah ça, je suis content, je suis signataire, là, je suis en bleu, hein, j'ai souligné là, en bleu, avec les amis japonais. Alors, petite expérience sympa. Sympa. On nous dit les néonicotinoïdes ne passent pas la barrière placentaire. Que nenni. Nous, ce qu'on fait, on analyse la première urine des nouveau-nés. Vous savez, le petit bébé, là, il le bout de pipi, hop, on récolte, on analyse. Eh bien, on se rend compte que les nouveau-nés qui ont un problème de développement du cerveau, ils ont une taille de cerveau un peu plus petit, et surtout, ils font pas le poids requis. Alors, quand je dis que c'est des low bird babies, des bébés de faible poids, c'est 1,4 kg à peu près. Ils ne sont pas gros du tout. Hein. Eh bien, systématiquement, on trouve des néonicotinoïdes dedans, et en particulier un dérivé de l'acétamipride. Donc on publie là-dessus, évidemment ça fait scandale, et ça montre bien qu'au moins ça passe la barrière placentaire. Hein. Le nouveau-né, il fait son premier pipi tout de suite. Donc ça ne devait pas passer la barrière encéphalo-machin, pour atteindre le cerveau, c'est raté. Ça ne devait pas passer la barrière placentaire, c'est raté aussi. Et donc ça induit des problèmes de neurodéveloppement. Bon, il est quelle heure là? Je suis en retard. Faut que j'aille plus vite. Allez, arrive la question essentielle. Mais au fait, pourquoi on les utilise ces produits? Est-ce que ça sert à quelque chose? Donc l'hypothèse d'une utilité essentielle pour l'agriculture. Oui, parce que normalement on homologue un produit phytosanitaire, autrement dit un pesticide, que s'il sert à quelque chose. Allons voir un peu. Eh bien, 20 ans après, l'ANSES reconnaît que sur les 130 usages autorisés des néonicotinoïdes, dans 78% des cas, presque 80%, il existe des solutions alternatives non chimiques, reconnues pour être efficaces, pour être opérationnelles, faciles à utiliser. Dans 80% des cas, sachez que les pesticides qu'on utilise, donc de type néonicotinoïdes, on aurait pu les remplacer de façon très facile. Il n'y a que dans 6% des cas qu'ils sont utiles. Et on reparlera de betterave tout à l'heure. Mais ça m'évoque un truc, ça, quand même. Hein.
ça m'évoque une utilisation systématique des pesticides sans avoir recours aux techniques alternatives. Et l'ANSES, je peux vous le dire, ils sont allés voir de près si elles étaient vraiment efficaces, les techniques alternatives. Et quand ils vous disent qu'il y en a une technique alternative efficace, c'est qu'ils ont tout mesuré. Il suffit de le mettre en place, c'est tout. Alors ça, c'est une première piste. Deuxième piste quand même, parce que nous, on a travaillé avec nos copains canadiens, je vais vous montrer une expérience qui est très intéressante. Vous savez, souvent on dit qu'il faut faire de la rotation de culture. Ben, eux, ils en font de la rotation de culture. Alors c'est le Canada, hein, c'est les grandes plaines. Hein. Ils font une bande de blé, une bande de maïs et une bande de, je ne me rappelle plus, de soja, qui fait 2-3 mètres de large. Et puis l'année d'après, hop, on change. À la place où il y avait du blé, on met du soja. À la place où il y avait du soja, on met du maïs. En fait, ils font de la rotation comme ça sur des bandes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'utilisent aucun pesticide. Et ils mettent un peu de fiente de poule pour histoire de faire de l'engrais. Ça s'appelle une culture sur bilan. Et moi, quand je discute au monde agricole, quand je discute avec le monde agricole, je leur dis, mais qu'est-ce qui compte? Parce qu'ils me parlent rendement, 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 rendement. Bon, on ne manque pas de nourriture sur la planète, hein. Enfin, en tout cas, pas dans les pays européens et nord-américains. En fait, ce qui intéresse le monde agricole, c'est pas de faire du rendement, c'est d'avoir un bénéfice net correct à la fin du mois. Et si on regarde ces chiffres, alors, en abscisse, vous avez les rendements avec 3 types de cultures. Biologique, raisonnée, conventionnelle, intensive. Donc, biologique, c'est en marron, intensif, c'est en bleu. Et en ordonnée, vous avez la marge nette. Alors, évidemment, comme c'est des Canadiens, c'est en dollars par hectare. Et vous vous rendez compte que, prenons le soja, par exemple, au niveau des rendements, donc sur l'axe vertical ici, bah, le vert, le triangle, le rond et le losange, ça se voit à peu près. Hein. Ça se voit à peu près. Par contre, au niveau de la marge nette, vous faites une bien meilleure marge avec du soja biologique qu'avec toutes les autres techniques. Alors l'explication est très simple. Hein. 1, vous économisez les pesticides. 2, vous vendez votre production beaucoup plus cher puisqu'elle est bio. Donc, l'agriculteur, il gagne sur le soja. Avec le même principe, au niveau des rendements sur le blé, c'est pas terrible, c'est le plus faible des rendements, mais c'est pas à écrouler. Hein. Par contre, sa marge nette est toujours plus élevée. Et pour le maïs, alors là, c'est jackpot, parce que c'est les mêmes rendements en agriculture biologique avec cette technique-là, et vous avez une marge nette qui passe de 500 $ à 3000. Voilà, multiplié par 6. Donc, je suis agriculteur, j'ai vite choisi. Hein. Alors, des techniques alternatives, il en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qu'il faut, c'est tenir compte non seulement d'une technique alternative, mais surtout, il faut les combiner entre elles pour faire de la prévention, faire en sorte que les insectes ravageurs ne viennent pas. Eh bien, on s'est amusé à les lister, donc avec mes collègues agronomes, et on a publié ça. Et il y a toutes les techniques. Alors évidemment, je suis désolé, paf, c'est encore en anglais, voilà, parce que je vous montre les informations originales. Hein. Donc c'est en anglais, mais il y a quand même des références. Ils ont été traduits, ces articles, je vous rassure. Hein. Et on voit qu'on peut agir au niveau des paysages, à gauche, en faisant, en mettant des bandes de fleurs, en mettant des zones humides. Pourquoi? Parce qu'on veut développer la biodiversité. Parce que cette biodiversité, ça représente les prédateurs des ravageurs. C'est l'agroforesterie, c'est tout ce que vous voulez. Ensuite, il y a des méthodes de culture. Hein. Et dans les méthodes de culture, vous mettez des cultures intercalées, vous mettez des filets, vous utilisez des variétés résistantes, vous couvrez les sols, etc., etc. Je ne suis pas agronome, mais bon, on les a listés. Donc il y a la façon de travailler. Ensuite, vous pouvez faire appel à des auxiliaires. Et en particulier que ce soit des macro-organismes ou des micro-organismes. Alors des micro-organismes, c'est les champignons qui vont rendre vos ravageurs malades. Ou des micro-organismes qui sont par exemple des prédateurs. Les coccinelles mangent les pucerons. Donc si vous favorisez la biodiversité, si vous favorisez les prédateurs et les parasitoïdes, vos ravageurs sont coincés un peu, hein, et il va y avoir un équilibre écologique qui va se faire. Et puis après, il y a d'autres techniques, hein. Il y a des pièges à phéromones, il y a
des médiateurs chimiques, il y a des substances naturelles qui renforcent la défense immunitaire des plantes, etc., etc. Et ce qu'il vous faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une technique qui marche bien. C'est la combinaison de plusieurs techniques, au niveau des paysages, au niveau des méthodes de culture, au niveau des organismes qu'on utilise ou d'autres techniques. Il y en a une dont je vais vous parler plus rapidement parce que là, elle est vraiment intéressante. Alors, c'est l'histoire des fonds mutuels. C'est une espèce d'assurance. En Italie, nos collègues se sont rendus compte que dans deux régions qui sont la Vénétie et le Frioul, ce qui est l'équivalent de la Beauce et puis de la Picardie, je prends ces références-là parce qu'on va parler de betteraves tout à l'heure, ils ont des insectes ravageurs qui sont essentiellement des noctuelles et des chrysomèles. Et depuis 30 ans, ils ont fait des statistiques. 4% des surfaces de maïs sont attaquées, en moyenne, tous les ans. Et il y a un type qui a dit, mais pourquoi traiter 100% des surfaces alors que 4% seulement sont attaquées? Bien. Et ils se sont rendus compte que ça valait peut-être le coup de mettre en place une espèce d'assurance mutuelle. C'est-à-dire que tous les maïsculteurs vont cotiser, et celui qui perdra une partie de sa récolte, les 4%, eh ben, sera aidé par les autres. Donc ils ont fait ça, et ils ont fait ça sur... Alors c'est pas à la petite échelle... souvent on me dit, ouais, mais c'est le 68 arts du coin qui fait son petit machin, tout ça. Non, là c'est 53 000 hectares de maïs, sur deux grandes régions. Pourquoi? Parce que les néonicotinoïdes ont été interdits par la loi. Donc il a bien fallu faire autrement. Et donc ils l'ont fait, ce système d'assurance mutuelle, et ils se sont rendus compte, alors là c'est les résultats de 2015, mais c'est encore valable cette année, et ça dure depuis 6 ans, que finalement, en payant 3,50 € par hectare, le maïsculteur, c'est sa cotisation. Il économise les 40 € de pesticides. Alors il y a le tableau là je vous donne le résultat, le seul chiffre qu'il faut retenir. Les pesticides néonicotinoïdes, c'était 40 € par hectare. L'assurance mutuelle, c'est 3,50 €. Eh bien, quand il perd une partie de sa récolte, et il va perdre une partie de sa récolte, il est remboursé par le fonds mutuel. Et mieux que ça, ce fonds mutuel rembourse aussi contre les dégâts de la météo, ce que ne font jamais les assurances, et contre le dégât des sangliers qui passent à travers les champs, des choses comme ça. C'est une assurance tout risque. La seule contrainte, c'est qu'il faut se mettre dans une situation de prévention, c'est-à-dire utiliser des techniques alternatives, préventives, et ensuite, s'il y a quand même des dégâts, eh bien, on est remboursé. Et le fonds mutuel, il marche très bien, parce qu'il est rentré, par exemple, dans l'année 2015, 185 000 € de cotisation, et il n'est sorti que 80 500 € d'indemnisation. Ça veut dire qu'il en reste des sous pour l'année suivante, et d'année en année, le fonds mutuel augmente, que s'il y avait une année catastrophique, ça peut arriver, eh bien, ils aient la capacité de rembourser. Et ça, c'est un système socio-économique. Ça ne pollue pas, les eaux ne sont pas polluées, le sol n'est pas pollué, l'air n'est pas pollué, et tout le monde mange des choses non contaminées. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en Aquitaine et en Occitanie, ils commencent à faire des essais pour certaines cultures, notamment le maïs, puisque là, ils ont le parfait exemple, et puis peut-être en région centre un jour. Alors, je finirai par dire, au fait, on en est où? Au nom de la loi, moi quand j'étais petit, il y avait un truc qui s'appelait comme ça, avec une carabine, la machin, donc j'ai bien aimé le reprendre. C'était Steve McQueen, je crois, avec un espèce de fusil raccourci, là, j'adorais ça. J'étais fan. Donc, au nom de la loi, en 2016, est votée la loi sur la biodiversité qui interdit l'usage des néonicotinoïdes. Ça y est, au bout de 20 ans quand même, des parlementaires, alors c'est pas le gouvernement était contre à l'époque, mais les parlementaires ont voté cette loi. Chose intéressante, un peu plus tard, voyant qu'on interdisait 5 néonicotinoïdes, mais qu'il en arrivait d'autres, qui se déguisaient sous des noms abracadabrantesques comme pyradifurone et sulfoxaflor, qui disaient non, on n'est pas des néonicotinoïdes, mais on agit pareil, on fait partie de la même famille chimique, mais non, on n'en est pas. Bon, c'était du Canada Dry pour ceux qui connaissaient la pub. Donc le législateur, voyant le coup venir, interdit toute molécule qui aurait le même mode d'action. Super, on est tranquille. Au niveau européen, 4 molécules ont été interdites et la 5e, qui n'est pas utilisée en France, va être interdite. Il ne reste plus que l'acétamipride. L'acétamipride, c'est celui du premier pipi des bébés, quand même. C'est gênant, ça. Donc il y a un certain nombre d'interdictions qui interviennent en 2013 et en 2019, où l'Europe, dans les 27 pays, interdit tour à tour plein de ces néonicotinoïdes. Vous allez me dire, super,
Mais en même temps, l'Europe accorde des dérogations à tout va. Donc il y a 12 pays, par exemple, qui ont des dérogations sur les néonicotinoïdes, parce que normalement, aujourd'hui, ils ne devraient plus être utilisés que sous serre. Mais il y a 12 pays qui ont des dérogations, et la France veut sa dérogation pour les betteraves. Et donc il y a des restrictions qui ont été faites en Allemagne, aux Philippines, au Japon, au Canada, aux États-Unis très peu, parce qu'avec l'administration Trump, toutes les restrictions qui allaient être mises en place se sont cassées la figure. Et donc la France reste leader mondial sur ce problème de néonicotinoïdes. Eh bien, ça nous amène à la question du jour. Donc nous, on nous a interrogés, on nous a dit, alors qu'est-ce que vous en pensez de la réintroduction des néonicotinoïdes pour la betterave et peut-être pour plein d'autres cultures? Eh bien, nous avons pensé que c'était une grave erreur, donc ils ont voulu publier ça dans Libération, voilà, c'est le collectif de chercheurs, c'est la task force dont je vous ai parlé. Vous pourrez lire la lettre, c'est disponible sur le site de Libération. Et on pense que c'est une grave erreur, parce que finalement, la loi de 2016 demandait l'interdiction des néonicotinoïdes pour 2018. Et en 2018, on devait supprimer toutes les dérogations. En 2020, la biodiversité n'aura eu que 3 mois pour récupérer, puisque là, les dérogations vont être permises de nouveau, et pour des grandes cultures comme la betterave. Et je peux vous dire qu'en Bosse, dans la région Picarde, là, au nord de Paris et jusqu'à la Picardie, ce sont des champs interminables de betteraves. Et oui, parce que la betterave, c'est le sucre. Et on aime le sucre. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai duré, mais je voudrais quand même remercier mes collègues de la task force. Donc, en fait, on est plutôt 70-75 maintenant, à travers le monde, qui travaillent de façon volontaire, de manière tout à fait indépendante. L'Europe qui a financé une partie des études que je vous ai montrées, le ministère de la Recherche, blablabla, le CNRS qui paye mon salaire, avec vos impôts, et puis mon laboratoire où j'ai des discussions fructueuses avec les collègues. Et puis je vous invite à lire le dossier du New York Times sur l'apocalypse des insectes. Et puis il y a plein de petites fondations qui nous aident aussi. Avec 3 francs 6 sous, on arrive à faire des choses. Voilà. Et vous, je vous remercie de votre attention, bien sûr, et de votre courage pour m'avoir écouté. Vous remarquerez que la Vendée a donné des sous et pas les Charentes-Maritimes. Qu'on se le dise. C'est le laboratoire départemental de la Vendée qui a collaboré avec nous, c'est pour ça. Alors, vous avez duré exactement 60 minutes. C'est une heure parfaite. Vous avez de la chance parce que d'habitude, c'est plus. Alors... Maintenant, donc c'est une conférence débat. Donc on va également, pour ceux qui souhaitent poser des questions, faire circuler un micro dans la salle. Donc voilà, si vous avez n'importe quelle question à poser à Monsieur Bonmatin, voilà. Le micro est désinfecté, il n'y a pas de problème. Oui. Alors ici on est en Charente-Maritime, on a l'estuaire de la Charente, et sur les bords de l'estuaire de la Charente, entre Rochefort et Fouras, il y a des champs qui autrefois étaient en prairie et qui actuellement sont en blé ou en maïs exploités chaque année, une année blé, une année maïs, une année blé, une année maïs, qui sont traités et super traités. Et ces champs sont au bord de canaux qui vont droit à la Charente, à moins de 2 km de la mer. Je voudrais savoir si on s'est intéressé à la quantité de produits toxiques qu'on retrouve sur les plages pour les bains des baigneurs. Alors, très spécifiquement, on n'a pas la réponse parce qu'on ne regarde pas tellement les plages et tout ce qui est sécurité des baigneurs. En tout cas, pas au niveau pesticides, plutôt au niveau micro-organismes. Par contre, votre question m'évoque le sujet des estuaires et des sédiments. Il faut savoir que les estuaires reçoivent évidemment toutes les pollutions qui arrivent par les fleuves. Et par exemple, on a vu des effets sur la biodiversité dans les estuaires
de ces molécules-là, néonicotinoïdes, mais d'autres aussi, avec glyphosate, SDHI et tout ça. Et il se trouve que les néonicotinoïdes contaminent les sédiments. Et ça, cette contamination, elle va se faire à long terme, un petit peu comme dans les sols, ça va rester longtemps. Et cette contamination, on s'en est rendu compte, par exemple, je vais vous donner un chiffre, qui devrait vous évoquer les zones de non-traitement pour protéger les riverains, vous savez. Donc les zones de non-traitement qui protègent les riverains, on fait entre 3, 10, 50, 100 mètres ou un truc comme ça. Bon, nous, on a mesuré des quantités de néonicotinoïdes donc, qui se déplacent, qui sont transportés par les pluies, par les eaux ou simplement par des phénomènes physiques, jusqu'à 10 km des champs traités. Donc, ça pose le problème de, y a-t-il des parcelles en France qui soient aujourd'hui indemnes de néonicotinoïdes? Mais non, c'est pas possible. Il y a une très belle expérience qui a été faite dans la zone des Deux-Sèvres, où ils ont montré que les pollinisateurs, alors que les néonicotinoïdes avaient été interdits déjà depuis 2015 pour ces cultures-là, les pollinisateurs étaient intoxiqués encore aujourd'hui majoritairement par l'imidaclopride qui avait été retiré. Donc, je donne une réponse globale. On ne peut pas mettre des insecticides, on ne peut pas mettre des pesticides à un endroit en s'imaginant qu'ils ne vont pas être mobiles et contaminer d'autres endroits alentours jusqu'à des distances qui sont de l'ordre du kilomètre. Voilà, c'est tout. Donc, les plages, c'est comme le reste. Les plages, je ne vois pas la différence avec un estuaire. Si l'eau de mer est contaminée, et plus on est proche des estuaires, plus elle va être contaminée, parce qu'après, ce sont des phénomènes de dilution. Les plages sont contaminées avec des pesticides. Mais bon, en général, on ne boit pas l'eau de la mer. Mais tout ce qui peut provenir de la mer va être sujet à l'exposition aux pesticides. Je pense en particulier aux fruits de mer. Et les poissons, pareil. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence qui était très claire. Et j'ai vraiment apprécié. Moi, j'ai une question. On voit qu'il y a des enjeux économiques, de lobby, très probablement. Est-ce qu'au niveau local, politiquement, des élus peuvent faire quelque chose? Parce que là, tout à l'heure, j'ai vu, par exemple, au Canada, des néonicotinoïdes qui étaient interdits dans certaines villes. Est-ce qu'aujourd'hui, politiquement, des élus locaux, que ce soit la ville, les départements, les agglos ou même les régions, peuvent enclencher quelque chose par rapport aux décisions qui peuvent se passer au plus haut niveau? Sachez que les villes sont beaucoup plus en avance que les campagnes. C'est-à-dire que si vous cherchez la liste des villes zéro pesticide, vous allez en trouver beaucoup. Orléans, par exemple, est une ville zéro pesticide. Je ne sais pas pour Rochefort. Alors quand ils disent zéro pesticide, c'est presque zéro. Parce qu'en général, ils autorisent 2 dérogations, c'est les cimetières, parce que les gens n'aiment pas qu'il y ait des mauvaises herbes dans les cimetières. Allez savoir pourquoi, ça ne gêne pas vraiment, enfin les résidents. Non mais c'est vrai, les gens, ils interviennent au niveau des mairies en disant « Ah, il y a des herbes partout entre les tombes, là, c'est dégueulasse, il faut... » Alors hop, un coup de Roundup. Et la deuxième dérogation dans les villes, ce sont les stades de foot. Parce qu'il faut qu'il y ait un beau gazon. Et qu'il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises herbes. Il n'y a que le gazon qu'il faut. Bon, maintenant, avec le gazon synthétique, ça devrait se résorber. Mais beaucoup de villes sont zéro pesticide, mais beaucoup plus que vous n'imaginez. Donc si Rochefort l'est pas, c'est qu'ils sont en retard, c'est tout. Mais je suis sûr qu'ils le sont. D'autres questions? Une autre question dans le fond de la salle. En fait, le problème de la pollution aux pesticides, c'est pas dans les villes. Les parcs et jardins sont très peu traités. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, effectivement, pour enlever les herbes, les trucs comme ça, les mauvaises herbes et tout ça. Le problème de pollution des pesticides, c'est un problème de pollution de nos campagnes. Oui, vous avez parlé de l'effet multiplicateur quand il y a 2 ou 3 néonicotinoïdes. Est-ce qu'il y a d'autres effets cocktails avec d'autres substances qu'on nous impose dans l'air ou dans la nourriture? Est-ce qu'il y a des effets cocktails avec d'autres produits que les néonicotinoïdes? Alors, je vais transformer votre question, ça va être beaucoup plus simple pour répondre. Y a-t-il des cas où les effets cocktails ne s'expriment pas? Parce qu'en fait,
Ça peut être des effets cocktails entre molécules d'une même famille. Les néonicotinoïdes en sont un parfait exemple. Si vous avez 2 néonicotinoïdes, c'est bien plus que le double en toxicité. Si vous avez 3, c'est bien plus que le triple. C'est ça qu'on appelle la synergie. C'est quand on obtient un effet toxique qui est plus que la somme des effets individuels. J'espère avoir été clair. Mais c'est surtout entre classes de pesticides. J'ai montré l'exemple ici que les fongicides rendent les insecticides plus toxiques encore qu'ils n'étaient tout seuls, et les insecticides rendent les fongicides plus toxiques. C'est vraiment de la synergie mutuelle. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de synergie avec les herbicides, mais à mon avis, oui. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le phénomène de synergie, mais d'où il sort ce truc-là. Pourquoi? Vous avez un système immunitaire. Pendant qu'il est occupé à combattre le fongicide, il ne combat pas l'insecticide et toute la dose d'insecticide va sur sa cible. Voilà, c'est simplement ça. Et plus un organisme est exposé à des pesticides, plus son système immunitaire est affaibli. C'est aussi simple que ça. Y a-t-il une autre question? Oui, Alain, ici. Je reviens à vous après. Merci. Oui. Moi, je rebondis sur la question de Marie-Claude à propos de la Charente, parce que Rochefort est une ville thermale et on utilise les boues de la Charente pour traiter de la rhumatologie et tout ça. Et donc, est-ce qu'il y a moyen de faire une analyse précise, pointue, sur les risques des boues qui sont utilisées dans la station thermale? Ah oui, et puis ça ne sera pas cher, parce que ce que vous allez analyser, vous allez prendre les boues, et ce que vous allez analyser, c'est les résidus qu'il y a dans l'eau de ces boues. C'est-à-dire que vous allez laisser décanter les boues, et puis l'eau contiendra l'essentiel des résidus. Et une analyse d'eau, ça ne coûte pas cher. Par rapport à des analyses de pollen, ou qui sont très spécifiques, ou de miel, ou de je ne sais quelle matrice compliquée, si vous voulez. Je peux vous donner un ordre de grandeur, c'est moins d'une centaine d'euros. Par contre, vous n'aurez un résultat fiable que si vous faites plusieurs analyses statistiques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un prélèvement et d'analyser. Il faut en faire plusieurs, à plusieurs périodes, suivis sur un mois ou un truc comme ça. Et donc, avec un financement public généreusement donné par je ne sais quelle mairie, communauté de communes, département ou je ne sais quoi, voilà, c'est tout à fait possible de vérifier. Après, le piège, c'est d'essayer de voir tous les pesticides possibles et imaginables. Il faut savoir que si vous faites une expérimentation sur tous les pesticides possibles et imaginables, vous n'allez pas être sensible sur chacun d'eux. Plus on court de lièvre, moins on en attrape. Donc, il faut faire ce qu'on appelle un premier screening, un balayage. On voit à peu près ce qui sort, qui peut poser problème. Et là, sur telle ou telle famille de molécules ou telle molécule, si par exemple on vise particulièrement, je ne sais pas moi, les glyphosates, ben là on va faire la manip sur les glyphosates. Donc en général, ça veut dire une expérimentation d'analyse globale, suivie, selon les résultats, de petites vérifications très spécifiques sur des familles de molécules qui posent problème. Et en général, des familles de molécules qui posent problème, c'est soit par leur toxicité, soit parce qu'on a des indicateurs par ailleurs de leur probable présence dans la Charente, dans les boues et dans les estuaires. Si vous avez une usine qui fabrique du glyphosate en amont, vous allez aller forcément chercher le glyphosate. Voilà. Donc un petit tour d'horizon rapide permet de se douter. Il faut regarder les pratiques agricoles. Normalement, vous avez une chambre d'agriculture qui est transparente et qui doit vous donner les informations des traitements qui sont effectués, au moins globalement, pas agriculteur par agriculteur, mais au moins globalement sur le territoire qui vous intéresse. Bon, vous pouvez toujours courir, vous n'aurez jamais rien. Nous, on a essayé maintes fois, ils ne sortent rien. Je suis pas sûr qu'ils aient l'info, en fait. Légalement, ils doivent l'avoir. Voilà une autre question qui vient. Mais je critique pas les chambres d'agriculture, j'ai mon meilleur copain qui travaille à la chambre d'agriculture de Bordeaux. Alors. Une question sur le devant de la salle, ici. Oui, c'était effectivement un peu ma question. Les citoyens sont sensibilisés aux pollutions chimiques.
Les politiques le sont peut-être, mais ont l'antidote des lobbies. Les agriculteurs, eux, ont un lobby qui est effectivement celui des banques, qui pousse à l'utilisation et de matériel et d'intrants, et puis il me semble aussi justement des chambres d'agriculture. Et je voulais savoir s'il y avait vraiment un moyen pour que les chambres d'agriculture soient plus perméables à l'information que vous nous avez délivrée très bien ce soir. Alors moi je vais être un peu optimiste parce que je me rends compte que le ministère de l'Agriculture, Big Chief, le grand chef, devient un peu plus perméable, ou du moins fait semblant de l'être. Et du coup, dans les chambres d'agriculture, ils reçoivent des indicateurs, et franchement, ils sont en train de se verdir. Alors c'est un vert pâle, hein. C'est pas... Mais ça va dans le bon sens. Il y a des efforts qui sont faits. Après, je vais rebondir sur ce que vous dites sur le monde agricole. Ben, le monde agricole, il est prisonnier d'un système, en fait. Il est vraiment prisonnier d'un système. Alors, vraiment, c'est un message fort que je passe. Hein. Il ne faut pas dire qu'ils sont de mauvaise foi, ils sont vraiment prisonniers d'un système. C'est les banques, c'est le rendement à tout va, c'est la concurrence effrénée internationale, et c'est une qualité de vie qui en souffre des fois aussi. Hein. Donc, ils sont vraiment pris entre le marteau et l'enclume. Et c'est le système productiviste, agriculture intensive qui s'est mis en place à la fin de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il fallait nourrir les populations, l'Europe était dévastée, qui n'a pas su évoluer. Et on a utilisé le tout chimique. Mais à un moment donné, il faut se poser la question de savoir si on a besoin de produire davantage ou si on a besoin de produire de meilleure qualité. Et je pense qu'au niveau des consommateurs, le message est clair. On veut davantage de qualité et pas davantage dans les assiettes. Après, c'est un petit peu plus cher aussi. Il faut être capable de mettre un petit peu plus d'argent sur la table. Mais vous savez, on dépense de plus en plus dans les loisirs de télécommunications, téléphone, Internet, machin, Netflix, enfin bon, voilà, hein, comme tout le monde. Et la part qu'on réserve à l'alimentation, elle a diminué comme une peau de chagrin finalement. Il faut peut-être accepter de réserver pour l'alimentation une part plus importante pour avoir des produits de qualité. Je reviens au monde agricole. Le monde agricole, donc, je l'estime être coincé dans un système qui n'a pas su évoluer et qu'on n'a pas voulu faire évoluer. Alors, j'accuse personne, je n'accuse pas tel ou tel syndicat agricole, j'accuse pas non plus les compagnies phytosanitaires qui trouvent quand même leur intérêt à ce que les systèmes n'évoluent pas, il faut être clair. Hein. Le ministère de l'Agriculture qui a une certaine, on va dire, inertie, pour ne pas dire immobilisme. Je suis un fonctionnaire, je vais me faire taper dessus, là, je le sens, ça va arriver. Et voilà, donc le système évolue pas assez vite en regard des menaces et des dangers qu'il y a sur l'environnement, sur la biodiversité et, je vous l'ai montré, sur la santé humaine, sur la santé publique. Et les agriculteurs sont les premières victimes de ces pesticides, hein, ça, vous pourrez en être sûr. Hein. Alors c'est très difficile d'avoir les données épidémiologiques de la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, parce que là aussi c'est comme les chambres d'agriculture, pour avoir les infos, il faut aller vraiment les chercher. Hein. Mais il y a quand même des statistiques qui sont claires là-dessus. Donc je ne jette pas la pierre au monde agricole, surtout pas. Hein. Maintenant, il pourrait être un petit peu plus enthousiasme au changement. Voilà. Et donc je pense qu'il faut des leviers économiques notamment, pour les aider à faire ces transitions-là. Donc, voilà, sans faire de la politique, je pense que la politique agricole commune, si elle doit évoluer, doit aller dans ce sens-là. Privilégier les aides à la transition, vers plus d'agroécologie. Or, il n'y a que, je crois, 25% des montants qui sont réservés à cette transition. Les 75% des montants sont réservés à autre chose, qui va plutôt dans le sens de l'agriculture intensive. Oui. Je voulais vous remercier déjà effectivement pour cette conférence extrêmement intéressante. Je constate effectivement, je me dis que peut-être on a deux leviers. Le premier, c'est effectivement le politique, que ce soit la PAC, que ce soit tous nos politiques, que ce soit au niveau d'une ville, d'un département ou national. Alors ça, effectivement, c'est peut-être notre bulletin de vote. Au-delà, c'est peut-être les pousser par des pétitions, il faut trouver des moyens. J'imagine qu'il faut qu'on arrive à les pousser, à les obliger à ça.
Et le deuxième levier pour moi, c'est le consommateur. Le consommateur qui doit être consommateur et qui doit avoir, moi je dis toujours, on a le pouvoir de nos achats. Alors il faut peut-être faire moins, mais bien, parce que ça, voilà, on ne peut pas y arriver autrement. Et on ne peut pas vouloir, effectivement, vous l'avez bien dit, baisser sans arrêt le montant de l'alimentation, et pour acheter pas forcément des choses utiles, je dirais, enfin, à mon sens en tous les cas. Enfin, voilà, c'était une de mes réflexions. Et la deuxième, je voulais poursuivre ce qu'Alain a dit, parce que moi aussi, bon, j'habite Rochefort et je m'interroge depuis un moment sur le fait qu'on est une ville thermale. Mais je me disais que peut-être au niveau justement du centre de cure, on peut arriver au niveau des boues qui sont utilisées, arriver à les faire analyser, puisque là on les a, les boues finalement. Et la deuxième question que j'avais, ça par contre où je m'interroge, c'est qu'en fait ces boues, elles ne sont pas avalées, mais elles sont appliquées. Est-ce que ça passe à travers la peau, tous ces pesticides, tous ces produits, ou pas, je ne sais pas. Alors, je réponds, bon, pour les boues, j'ai évoqué le problème, il suffit de faire des analyses, on aura la réponse, hein, c'est tout. Et c'est pas des montants astronomiques, hein, voilà, si on peut monter, quelqu'un du coin peut surveiller ça avec une caution scientifique, que ce soit bien fait, et puis voilà, avec quelques centaines, peut-être milliers d'euros, on y arrive très vite, hein. Par contre, vous posez la question de la toxicité par contact ou par voie orale. Alors, les néonicotinoïdes, par contact, ça marche super bien. Ils sont plus toxiques par voie orale pour les abeilles que par contact. Mais par exemple, quand vous faites du traitement d'animaux domestiques, les puces, les tiques, vous déversez le spot, vous savez le spot on, là, enfin, le machin là qu'on met derrière le cou du chien ou du chat, ça diffuse dans les poils et ça tue les puces comme ça. Et ça protège l'animal pendant 3 mois, 6 mois, en général c'est même plus que ça. Donc vous avez différentes formulations commerciales, mais sachez que ça marche par contact sur les puces et les tiques. Voilà. Donc c'est pas des produits anodins au sens du contact. Ça marche très bien. La toxicité s'exprime aussi par voie topique. Hein, c'est pour dire au contact topique. Voilà. Une autre question dans le fond de la salle, tout au fond. Bonjour. On est en octobre en ce moment, donc on a Octobre Rose à Rochefort qui marche du tonnerre. Et je voulais savoir si plutôt que de porter un ruban rose, il ne faudrait pas plutôt inciter les gens à manger bio. Ah moi là, il s'agit d'un choix personnel, je rebondis sur ce qu'a dit madame là. Effectivement, on a plusieurs leviers, hein. Le levier politique, c'est-à-dire qu'on remet à nos représentants la mission de porter un message au niveau parlementaire, ou que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, avec plus ou moins de réussite, mais on peut le faire directement parce qu'on est dans un monde d'économie de marché. Si les produits qui ne sont pas compatibles avec l'environnement ne sont pas vendus, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Je sais pas, moi je suis un producteur de bananes, voilà, hein, et mes bananes traitées à fond la caisse aux pesticides se vendent plus. Je vais passer au bio, hein. C'est parce que je vais pas enlever les bananeraies, hein. Je vais continuer à faire de la banane, mais bio, avec d'autres alternatives. Alors pas forcément bio, ça peut être la lutte intégrée qui va réduire les pesticides par 10 ou par 50. Mais je vais augmenter la qualité. Encore faut-il que le consommateur sache ce qu'il y a dans... Donc moi je suis favorable à ce qu'on fasse. Vous savez, il y a des codes pour les énergies A, B, C, D, machin. On commence à le faire pour les quantités de graisse et de sucre. Pourquoi on ne le ferait pas pour les pesticides ? Ça permettrait aux consommateurs d'être justement, comme vous disiez, consomme-acteur. Choisir. Vous avez évoqué un début de perméabilité au niveau du ministère de l'Agriculture. J'avoue que j'ai quelques doutes. Parce qu'en fait, je vais prendre plusieurs exemples. Il y a celui qui va se présenter la semaine prochaine avec le vote sur les betteraves. Où l'argument principal, c'est qu'il n'y a pas de solution alternative. C'est ce que vous nous avez montré que ce n'était pas vrai.
Sur l'énergie nucléaire, on nous dit exactement la même chose, les solutions alternatives ne sont pas fiables, donc il faut maintenir une part importante de nucléaire. Sur les véhicules à moteur thermique, on nous explique là aussi on n'est pas prêt à une nouvelle technologie. Et quasiment sur l'ensemble des sujets, hein, on dit globalement on essaye de nous enfumer, on aimerait bien faire quelque chose. Hein, mais ça touche tellement d'activités économiques qu'en fait on trouve toutes les solutions pour ne pas le faire. Et on va passer à côté de l'enfumage de Barbara Pompili qui, ok, on donne pas de date, mais on va supprimer les animaux sauvages dans une quinzaine de cirques en France, et on va expliquer comme ça qu'on est nettement plus écolo que les gouvernements précédents, mais en fait en même temps on va faire voter les néonicotinoïdes sur les betteraves et tout un tas de décisions. Donc je pense que on le voit depuis 30 ans, hein, globalement, tous les gouvernements, quels qu'ils soient, ont toujours eu des possibilités et ils se sont réfugiés derrière une soi-disant impossibilité dont vous avez montré qu'au moins dans votre contexte, c'était faux, que les solutions alternatives, et vous avez montré aussi ce que les écolos disent depuis longtemps, que effectivement le revenu d'un agriculteur bio, au-delà du fait qu'il a une santé nettement meilleure, ses revenus sont nettement supérieurs. Voilà. Donc je ne crois pas du tout dans le gouvernement et je ne crois pas non plus dans les oppositions traditionnelles, parce que de toute façon, on a vu dans le gouvernement précédent que de toute façon les choses étaient identiques. Je vais essayer d'être plus optimiste que vous. Alors moi, je vois des petits mouvements, hein, des petits mouvements qui sont avant-coureurs et que j'estime être de bons signes. Maintenant, de temps en temps, il y a des marches arrière, comme celle qui est l'objet, là, les néonicotinoïdes qui réapparaissent. Alors moi, je compare ça à une interdiction totale par la loi. Là, on démonte la loi. On nous explique que c'est temporaire et que pour la betterave. Je ne suis pas sûr que ceux qui démontent la loi soient encore aux manettes pour vérifier que la loi s'applique bien dans 3 ans et que pour les betteraves. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a un jeu de promesses. J'ai l'intention de faire ceci ou de faire cela dans le sens de l'écologie et du respect de l'environnement. Et puis, il y a un certain nombre d'actions. Et les actions, en général, ne sont pas terribles, hein, comme celles qu'on cite aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous, le collectif de chercheurs, compte tenu du paysage sur la planète quand même, il faut dire que la France est le premier ou le deuxième utilisateur de pesticides en Europe quand même. Là, on est bien sur le podium. Là, hein. Je ne suis pas au tennis, mais en tout cas, là, sur les pesticides, on est bien sur le bon podium. Et ramené à la surface agricole, on est bien aussi sur le podium mondial. Il y a pire que nous, bien sûr, comme par exemple le Brésil, ou les États-Unis d'Amérique, ou même le Canada. Mais quand même, pour un pays développé, il y a beaucoup de pays développés qui font bien mieux que nous, de ce point de vue-là. Dans les pays en voie de développement, même, ils commencent à faire très attention, parce qu'ils ont des problèmes de santé publique. Donc, tout ça pour dire que il faut parfois vérifier que les intentions qui sont données par les hommes politiques se vérifient dans les faits. Et quand elles ne se vérifient pas dans les faits, il faut leur rappeler, vous étiez engagés, voilà. Donc je crois que ça dénote d'une nécessité de la participation citoyenne, au moins au vote, au moins, si possible, aux décisions politiques, et puis voilà, être citoyen, c'est ça, hein, à mon sens. On peut être consommateur, citoyen, attentif, en fait c'est notre santé quand même, en premier lieu, hein, et celle de nos enfants surtout. Encore une question juste ici. Oui, bonsoir. Écoutez, moi aussi, je voulais vous remercier de la qualité de vos propos et de les explications très claires que vous nous avez données. Ce n'est pas une question, en fait. Je voulais signaler à mes petits camarades qui sont là qu'on peut voir sur le site de France Télévisions un reportage qui est passé il y a quelques jours et qu'on voit en replay à propos de l'agriculteur charentais qui s'est battu contre Monsanto et qui a gagné, là, qui s'appelle Paul François. Et donc, le reportage est assez sympa à voir parce qu'il est... pour le moment, il n'est pas complètement guéri, mais il a quand même vaincu son cancer et il n'a plus que quelques crises, ce monsieur. Et il est en train de faire une transition vers le biologique.
Et justement, je pensais à lui parce qu'il est allé au Canada, on voit qu'il est allé au Canada voir ce que vous nous avez montré, peut-être même le même monsieur dont vous parlez, avec les cultures en bande, alternées, avec les mêmes explications. Donc voilà, on a une application là de l'après-pesticide. Voilà, c'est tout. Une autre question encore Ah bah devant. Je passerai ensuite. Alors, à Rochefort, l'eau potable est produite par l'usine de Saint-Hippolyte. L'eau qui arrive à l'usine est décantée, elle est filtrée et elle est analysée. Je voudrais savoir dans quelle mesure les pesticides qu'elle contient quand elle arrive brute sont, je dirais, détectés, et peut-on accéder aux résultats en tant que citoyen? Et ensuite, quels moyens y a-t-il pour réduire ces pesticides avant de l'amener au robinet? Alors là, vous soulevez un problème intéressant parce que il y a un petit défaut dans le système, à mon avis. Alors, l'eau potable, c'est d'abord des eaux profondes qui sont distribuées, alors plus ou moins profondes. Et on part du principe que plus l'eau est profonde, moins elle aura été sujette aux pollutions de la surface. Sauf que depuis le temps qu'on utilise des pesticides, ils ont fini par arriver dans les nappes phréatiques, donc dans les eaux profondes, et on commence à observer dans les eaux du robinet, tout simplement, des quantités de plus en plus importantes de pesticides. Et parfois des pesticides qui ont été interdits depuis plus de 20 ans. Le temps qu'ils arrivent dans les nappes phréatiques, ça prend du temps, mais faites-moi confiance, ils arrivent un jour ou l'autre. Alors normalement, l'agence de l'eau ou je ne sais quel organisme qui s'occupe de vous, ça dépend des régions, doit envoyer, avec les factures en général, une lettre d'information sur la qualité de l'eau, qui est toujours extrêmement rassurante, parce qu'on vous dit, on a mesuré, voilà. Alors on a mesuré quoi? D'abord, il y a des pesticides obligatoires à mesurer, mais ils ne sont pas très nombreux. Et puis il y a tous ceux qui sont préoccupants qui ne font pas partie de la liste des pesticides obligatoires. Ah, zut. Ensuite, quand on vous donne des résultats, on vous donne toujours des résultats moyens sur l'année. On oublie de vous dire que cette moyenne n'est qu'une moyenne et qu'il y a des pics de pollution. Et par exemple, s'agissant d'agriculture, on sait très bien que c'est au printemps qu'il y a le relargage le plus important de pesticides. Pourquoi? Parce que c'est les périodes de semis ou les périodes de traitement. C'est sûr que l'hiver, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Mais si on fait une moyenne sur l'année, c'est toujours rassurant. On oublie qu'il y a des pics importants qui peuvent durer plusieurs semaines. Et puis après, il peut y avoir des accidents aussi. Ça soulève aussi la question du traitement de l'eau. Le traitement de l'eau, en fait, en matière de pesticides, on fait quasiment rien. À part de la nanofiltration qui coûte extrêmement cher, je ne pense pas que l'eau potable de Rochefort, ni celle des autres régions, ni celle des autres villes, ne soit traitée explicitement contre les pesticides. On traite contre les bactéries, on traite contre des tas de choses, des tas de pathogènes, mais jamais contre les pesticides. Ou alors dans de très rares cas. Si vraiment les doses dépassaient de manière explosive les seuils admissibles, ça arrive notamment en Beauce, c'est arrivé dans certaines régions où il y a énormément de pesticides, les mairies achètent de l'eau en bouteille et le distribuent à leurs administrés. En disant surtout, ne buvez pas l'eau du robinet. Vous pouvez laver la voiture avec, mais pas la boire. J'espère avoir répondu à votre question. C'est-à-dire que je ne vous rassure pas du tout sur ce point. À mon avis, rien n'est fait. C'est joyeux. Deuxième. Alors, j'ai 3 questions là. Donc, le triangle, je vais commencer par celle-ci. Oui, mais tu as déjà eu ton tour, Marie-Claude. Un détail. Ok, ça ne dérange pas derrière. Ok. C'est juste pour dire que, par exemple, à Saintes, l'eau, elle est extraite de très très profondément. Et à Rochefort, c'est quasiment une eau de surface. Ça, c'est pas bon signe, ça. Ok, en effet, c'était court. Je reviendrai plus, alors. Du coup, deuxième question.
Bonsoir, bonsoir. Je voulais d'abord te remercier, je te tutoyer, pour cette conférence passionnante. Je voulais savoir dans quelle mesure ces recherches s'intègrent dans le concept One Health, une santé. Ah, j'aime bien cette question. Alors, je vais la répéter pour que tout le monde comprenne bien. Ça va m'amener au Covid, là. C'est super, on va faire le tour. Le concept One Health, une seule santé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des scientifiques qui ont dit qu'il faut arrêter de penser qu'il y a la nature d'un côté, par exemple les élevages de l'autre, et les humains encore à côté. Si les uns sont en interférence avec les autres, à ce moment-là, il va y avoir des passages qui vont se faire entre les espèces. Alors, je vais vous donner un exemple. La grippe aviaire. Vous avez des oiseaux sauvages qui transmettent un virus à des oiseaux domestiques, pas vraiment domestiques, d'élevage, les poules, les oies, les canards. Moi, je suis du sud-ouest quand même, vous l'aurez entendu à mon accent. Le canard, c'est sacré quand même. Hein. Donc, quand je vois qu'on abat des millions de canards et d'oies à un moment donné pour essayer quoi, au fait? Pourquoi on a abattu les canards et les oies? Donc, des oiseaux migrateurs ont amené un virus aviaire. Les canards et les oies sont malades. Ouais, bon, ils sont malades, voilà, et alors on les abat parce qu'on a peur que cette grippe aviaire passe chez l'homme. Et là, on se dit, il faut zigouiller, là. Hein. Et oui, parce que si elle passe chez l'homme, là, on est très mal. Et on tombe dans le cas du coronavirus. Donc, il faut arrêter de penser que la santé du monde sauvage puisse être déconnectée de la santé des élevages, pour prendre cet exemple-là, qui elle-même est déconnectée de la santé humaine. Et en fait, toute contrainte forte sur le monde sauvage, c'est-à-dire réduction des espaces, disparition des espèces, va amener d'autres contraintes qui risquent de passer soit directement chez l'homme, soit par l'intermédiaire des animaux des élevages. Le plus bel exemple, c'est le Covid-19. Hein, alors, si je vous raconte l'histoire, c'est une chauve-souris qui refile un virus à un pangolin. Le pangolin, personne ne le sait ici, probablement, c'est le mammifère le plus chassé au monde. C'est pas le zèbre ou le gnou. Hein. Le pangolin est le mammifère le plus chassé au monde. Il vient essentiellement d'Afrique et il est envoyé en Chine. Pourquoi? Parce que sa chair est soi-disant délicieuse, ses écailles sont soi-disant aphrodisiaques et je ne sais quoi encore. Et donc, à force de chasser les pangolins, à force de faire un trafic de pangolins, eh bien, les virus de la chauve-souris qui étaient passés chez le pangolin passent chez les Chinois, et les Chinois le disséminent. Voilà. Donc, il y a des passages interespèces qui sont très rares, hein, mais lorsqu'ils se produisent, parce qu'on a contraint le monde sauvage, soit parce qu'on l'a trop chassé, soit parce qu'on lui a mangé tous ses espaces de vie, ou tout ce que vous voulez, à un moment donné, je ne veux pas dire que la nature se venge, mais à se mettre trop proche, voilà ce qui peut arriver. Donc merci pour la question, parce que, encore une fois, c'est comme les pesticides, ce qui arrive dans le monde agricole finit dans nos assiettes. Et donc nous touche. Là, tout ce qui arrive au monde sauvage, si on ne respecte pas la nature, si on ne fait pas avec la nature et non pas contre la nature, il ne faut pas être contre la nature, on fait partie du monde sur la planète, de la biodiversité sur la planète. Il va falloir à un moment donné qu'on se rende compte que notre survie dépend aussi du monde sauvage. Bon. C'est le concept One Health. Une seule santé pour toutes les espèces sur la planète. Alors du coup, encore une question ou deux, et puis après on va pouvoir mettre un terme. Mais c'est super, déjà. Donc y a-t-il des questions On avait une par là du coup, mais non. Non. Si. Ah, ok. Merci, c'est impressionnant de poser l'avant-dernière question alors. Non, ce matin j'étais ici au Palais des Congrès, mais au rez-de-chaussée, c'est-à-dire au hall, où j'ai acheté une douzaine d'huîtres et j'ai discuté avec l'ostréiculteur, qui connaît depuis des années une mortalité accrue de ces huîtres.
mais qui m'a révélé autre chose. Il m'a dit, des fois, c'est juste une poche qui est touchée. Alors, je me suis demandé comment il arrivait à trouver ça. Et il m'a dit, c'est qu'en fait, il y a des herbes, des algues qui sont sur les huîtres, et il y a des traînées ou des coulées où ces algues sont décolorées. Elles blanchissent complètement et elles jaunissent. Et en fait, l'huître meurt alors que sa voisine n'a pas été touchée. Et je me demande maintenant si quel type de produit est susceptible de produire ça. Est-ce que c'est des néonicotinoïdes? Est-ce que c'est d'autres produits chimiques? Et comment le déterminer? Alors la sincérité d'un chercheur, c'est de dire qu'il ne sait pas quand il ne sait pas. Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas, il faudrait vraiment étudier le problème de près. Il faudrait s'adresser aux spécialistes, soit de l'IFREMER, soit des laboratoires de recherche, ou même des laboratoires départementaux qui connaissent un peu le truc. Moi, comme ça peut être des substances chimiques, oui, effectivement, qui peuvent provoquer ça, mais indirectement. On est encore dans le cadre de la synergie, probablement, entre des agents biologiques qui, en présence de pesticides, peuvent devenir pathogènes. Alors j'espère que je suis précis. Des agents biologiques, c'est des organismes vivants qui, en présence de pesticides, autrement dit, on affaiblit l'hôte, son immunité est touchée. À ce moment-là, ces organismes vivants induisent des maladies qui ne se seraient pas déclarées sans les pesticides. Nous sommes tous malades potentiels ici. On est plein de virus, de bactéries, tout ça. Mais on a un système immunitaire qui fonctionne à peu près. Et donc, on est à peu près en bonne santé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on est empoisonné par ailleurs, et ça affaiblit notre système immunitaire, on va tomber malade. Donc l'observateur dira « Ah, c'est une maladie ». Et pourtant, ça peut être une cause pesticide. Donc je crois qu'il faudrait regarder le système, mais dans le cas des abeilles, comme dans le cas des huîtres, à mon avis, c'est un peu multifactoriel. La question qu'il faut se poser, c'est sur quel levier on peut agir. Les agents biologiques, ils sont là, ils sont là. Les puces sur les chiens, voilà, ça a toujours existé. Hein. Les maladies virales, ça a toujours existé aussi. Par contre, les agents chimiques, c'est nous qui les introduisons dans l'environnement. Il suffit d'arrêter de le faire et voilà, c'est réglé. Voilà, c'est une réflexion que je vous apporte. Mais je n'ai pas la réponse exacte pour les huîtres, hein, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est vrai que c'est pas mauvais. Est-ce qu'il y a une autre question encore ? Ah, là, je vois ici. J'en vois une ici, la question. Je vois ici, ok. Moi, je voulais juste faire un petit complément sur l'eau, parce qu'effectivement, ici, c'est l'eau de la Charente qui est épuisée, qui est normalement filtrée. Oui, on l'espère tous. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une moyenne qu'on nous donne, mais même de toute façon, on ne le sait qu'après coup. Ce qui fait que s'il y a eu effectivement des pics, s'il y a eu effectivement des dépassements, on n'en sait strictement rien, quoi. Et je me demande quelle alerte pourrait avoir lieu, parce que c'est pas normal, quoi. Je veux dire, enfin, je dis pas qu'il faut faire la sirène. Ça dépend des seuils. Ça dépend des seuils. Il y a plusieurs seuils d'alerte. C'est comme la pollution de l'air. C'est-à-dire que quand il y a un petit dépassement, on en informe, je sais pas moi, le préfet. Voilà. Mais le préfet n'a pas obligation de mettre en place un système contraignant. Si le dépassement dure longtemps et est élevé, là on commence à prendre des mesures de restriction. Donc on prévient plus de personnes et on peut prendre des mesures de restriction, par exemple, je ne sais pas moi, pour certaines populations à risque. Les hôpitaux, les trucs comme ça. Si vraiment on dépasse encore des seuils, alors qui sont bien plus élevés, à ce moment-là il peut y avoir une alerte générale à la population en disant « Hop, ne buvez pas l'eau ». Ça arrive rarement, je vous le dis tout de suite. Alors, je pense aussi qu'il doit y avoir des comités de surveillance quand même. Les distributeurs d'eau, les capteurs et distributeurs d'eau ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et j'imagine qu'il doit y avoir des comités indépendants de surveillance. Alors, ça peut être une autorité administrative, hein, mais ça peut être aussi, elle peut intégrer des gens comme vous et moi. Hein. Donc, il faudrait peut-être aller voir de ce côté-là.
Parce qu'on essaye que ce soit transparent. Donc allons-y pour la transparence. Petite dernière. Ok. Allez, la petite dernière. Ça sera la dernière, hein. Ah, super, merci. Je voulais vous demander quel type de filtre vont arrêter les pesticides, les les pesticides, il faut que ce soit des nanofiltres. Ce sont des molécules, vous l'avez vu, qui sont petites. Par rapport à une molécule biologique, c'est tout petit. Donc il faut que ce soit de la nanofiltration. Alors ma question, c'était l'osmose inverse. Et ça va coûter cher. L'osmose inverse, c'est ça. L'osmose inversée, ça peut marcher, oui. Ça peut marcher, mais est-ce que ça peut se faire à échelle industrielle? Quand je dis échelle industrielle, il faut délivrer des mètres cubes et des mètres cubes, enfin des dizaines, des centaines de mètres cubes quand même. Hein. Je ne pense pas, parce que ça existe sur les bateaux pour filtrer, pour désaliniser. Donc, pour dessaler, oui, je ne sais pas si on dit désaliniser. Oui, d'accord, mais... c'est pas simplement, il faut de la pression, il faut une pression forte. Oui, d'accord, mais vous ne faites pas des centaines de mètres cubes d'eau à la minute. Hein. Ben oui, justement. Est-ce qu'on peut voir... Enfin, en clair, est-ce qu'il y a des systèmes qui peuvent être à domicile? Ça va coûter cher, hein. Je ne suis pas sûr que ça existe, hein, à grande échelle pour alimenter une ville, par exemple. D'accord. Ça peut exister à petite échelle pour alimenter 3 pâtés de maison, si vous voulez. Mais une ville, ça consomme beaucoup d'eau. Hein. D'accord. Donc, à mon avis, c'est pas fait. Hein. Alors, il y a des systèmes de dépollution, mais les pesticides, c'est très difficile à dépolluer. Hein. Ce sont des petites molécules. Quand elles sont solubles, elles sont comme du sucre dans l'eau, hein, ou comme du sel, comme vous dites. Et ça, c'est très difficile. Ça coûte cher, en tout cas. Ça coûte beaucoup plus cher de dépolluer de l'eau que de ne pas utiliser de pesticides, et comme ça, on n'a pas de problème. C'est clair. Bon, là, il y a encore une question, parce que... Voilà, là, c'est bon. Bah, merci d'être venu, en tout cas. Voilà, bah, tiens, je vais laisser Sylvie prendre la parole. Déjà, on va remercier très fort Jean-Marc pour cette remarquable présentation. On a bien compris le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, quand même? Je pourrais rebondir sur le côté consommateur qui a été évoqué. Je pense aussi qu'on peut s'impliquer, mais ce n'est pas à vous que je vais le dire, puisque vous êtes déjà beaucoup impliqués. Mais chacun à notre niveau, on peut d'abord passer le message à notre voisin, mais de façon bienveillante, bien sûr, hein, pas accusatoire, comme on ne va pas les casser la figure aux agriculteurs. Hein. On peut leur expliquer quand même qu'on a entendu une conférence qui était intéressante et que s'il va sur Internet, il peut voir le résumé en 16 minutes pour le député de l'Assemblée nationale. Je fais de la pub quelque part, mais non, c'est vrai qu'il faut que ce soit facile, que la compréhension soit facile. Ensuite, on peut s'impliquer au niveau local, politique ou je ne sais quoi pour porter des messages. On peut aussi s'impliquer tout simplement auprès de notre propre famille et notamment de nos enfants, puisque c'est eux qui seront aux manettes, si j'ose dire, dans quelques dizaines d'années, et c'est eux qui prendront des décisions, du moins je l'espère. Donc ça fait déjà beaucoup, ça. Et moi, je suis persuadé que l'éducation qui se transmet comme ça, soit à l'école, soit dans les familles, soit dans les cercles d'amis, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup, effectivement. Et ça, c'est pas compliqué à faire. Et puis après, dans nos métiers aussi, on peut orienter, enfin disons qu'on peut donner une petite facette de nos métiers, quels que soient nos métiers, hein, pour porter des messages et essayer de changer un petit peu les pratiques. Voilà. Merci Jean-Marc. On termine cette soirée. Merci à tous d'avoir été aussi attentifs. Je voudrais vous dire également une petite chose qui concerne
Un événement qui est organisé par nos associations, Pays Rochefort et Alerte Zero Waste et puis Europe Écologie Les Verts, c'est une Vélorution qui est organisée demain matin à 10h. Malgré le temps, on essaiera de la faire. C'est une découverte des derniers espaces naturels qui sont menacés à Rochefort. Et si ça vous intéresse, le rendez-vous est au carrefour Saint-Sylvestre-Belligon à 10h précise demain matin. Il y a également sur la table, avant de partir, la possibilité d'adhérer à nos associations, de laisser, si vous le souhaitez, aussi un petit quelque chose pour l'organisation. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup. L'équipe est également filmée. Je remercie l'équipe technique pour son installation. Jean-Paul, Patrick, Thierry et puis Guillaume. Et puis évidemment Jean-Marc, que je remercie encore 1000 fois de nous avoir apporté sa science ce soir. Merci beaucoup. Et merci d'avoir choisi une photo qui date d'il y a 10 ans.